Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir une librairie JavaScript plutôt sympa, j'ai nommé TwinLight et TwinMax. Alors pour ceux qui ont déjà fait un petit peu d'ActionScript 2 ou d'ActionScript 3, cette librairie vous dit peut-être quelque chose. En effet, TwinLight et TwinMax, c'est une librairie qui avait été développée pour Flash et qui permet tout simplement de créer des animations directement en utilisant du code. Chose qui n'était pas du tout facile à faire en ActionScript. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi aller sortir une librairie JavaScript qui fait des animations, sachant que 1. Le CSS maintenant permet déjà d'animer des éléments, et qu'en plus jQuery possède déjà une fonction animate plutôt sympa. Alors, TwinLight et TwinMax n'ont pas forcément la même portée. Le but ce n'est pas juste d'animer un seul élément, mais plutôt d'animer des séries de... mais plutôt de faire une série d'animations et d'avoir un contrôle total sur cette animation à travers un petit système de timeline. Donc en effet, ce que l'on ne peut pas faire par exemple dans jQuery, c'est enchaîner toute une série d'animations, mettre cette série d'animations dans une timeline et pouvoir avancer à n'importe quel moment. Dire par exemple, je veux aller au milieu de l'animation ou la jouer dans le sens inverse. Ça, c'est des choses que l'on ne peut pas faire ni en utilisant jQuery, en tout cas pas facilement, ni en utilisant tout simplement du CSS. Donc ce que vous pouvez faire, si vous voulez avoir un petit ordre d'idée des capacités de cette librairie-là, c'est tout simplement regarder la petite animation qui est en intro. Donc c'est une animation qui est entièrement faite en utilisant justement cette librairie-là. Et comme vous le voyez, on peut, à travers un petit slider, avancer et bouger à n'importe quel moment dans l'animation. Et ça, c'est quelque chose que clairement on ne pourrait pas faire en utilisant jQuery et le CSS. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit exemple concret pour mieux comprendre comment ça fonctionne et voir un petit peu l'intérêt de cette librairie-là. Donc, ce que l'on va faire, c'est que je vais reprendre ce que j'avais créé par rapport au PSD Square UI et on va faire un petit système de rollover comme ça. Et vous voyez que lorsque je passe dessus, j'ai une série d'animations qui se lance. Et lorsque je quitte le survol, ma série d'animations se lance en sens inverse. Donc ici, j'ai mon élément, donc tout ce bloc-là est dans une div qui est la classe over, et le principe c'est de la cacher, et lorsque on va survoler tout simplement ce petit bouton-là, on va afficher en animant chaque élément avec un système de timeline. Alors, la première chose à faire c'est de charger jQuery, donc juste avant la fermeture de mon body, je charge jQuery en utilisant les librairies de Google. Ensuite, je vais charger tout simplement TwinLight et TwinMax. Alors, pourquoi il y a deux librairies, me direz-vous? Mais tout simplement parce que c'est deux versions. Donc avec TwinLight, on a assez peu d'éléments, et avec TwinMax, on a un peu plus d'animation. Donc suivant les fonctionnalités que vous allez utiliser, vous chargez seulement TwinLight ou TwinMax. Donc moi, en l'occurrence, je vais utiliser un système de reverse, donc pour pouvoir lire l'animation en sens inverse, et ce n'est disponible que dans TwinMax. Donc ici, je clique sur Get JSAP, et je télécharge la version JS et je peux directement la linker depuis le CDN. Alors un petit point justement sur cette librairie-là, c'est une librairie qui n'est pas complètement open source, c'est-à-dire qu'elle est gratuite si vous comptez l'utiliser pour des projets personnels ou professionnels, c'est-à-dire que si vous créez un site que vous vendez à un client, vous avez le droit d'utiliser cette librairie. En revanche, il faut acheter une licence développeur si vous comptez l'utiliser dans une application qui va faire payer chacun de vos utilisateurs. Donc par exemple, si vous créez un petit jeu sur mobile ou un jeu en ligne où chaque utilisateur devra payer, dans ce cas-là, il faut une licence. Sinon, dans tous les autres cas, il n'y a pas de licence à avoir. Automatiquement, on peut l'utiliser de manière complètement gratuite. Donc ici, je vais directement moi charger depuis Cloudflare. Donc je copie la ligne et je l'affiche. Et enfin, je vais charger un dernier petit script qui sera évidemment notre petit script. Donc je vais l'appeler app.js. Et ici, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler app.js. Et je vais y charger, comme d'habitude, jQuery. Voilà, donc ça c'est relativement classique. Maintenant, mon but, c'est d'afficher cet élément-là. Donc je vais commencer par modifier sa hauteur en faisant l'élément, donc c'était l'élément que la classe over, et je vais lui passer sa hauteur, donc 8 à 0. Et cet élément, je vais le sauvegarder dans une variable pour pouvoir l'animer plus simplement. Donc je vais l'appeler element. Voilà. Alors, hop, je vais redimensionner la fenêtre pour qu'on ait tout sur le même écran. Donc si j'avais à le faire en utilisant jQuery, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement dire que lorsque je survole mon bouton actif, donc c'est .active, .mouseOver, ça lance une fonction qui prend en paramètre un événement. Donc ce que je pourrais faire, c'est dire que lorsque je survole, je modifie la hauteur en faisant element.8, ou plutôt .animate, et je vais animer la hauteur. 8 et 400.
Et ensuite, j'ai la possibilité de choisir une durée. Donc là, on va mettre 400 secondes. Et donc ici, on va mettre 400 millisecondes. Donc si maintenant j'actualise, je vois que lorsque je survole, j'ai cette animation. Donc si ensuite je veux une autre animation par exemple sur l'image, je vais d'abord la cacher. Donc je vais faire element.find img.hide pour pouvoir commencer par la cacher. Et ensuite je vais l'afficher progressivement. Donc pour cela, je fais animate opacity. Et je commence par la cacher. Donc moi je veux une animation par exemple sur l'opacité. Donc je fais CSS opacity 0. Et ensuite je fais .animate. Et je choisis de faire passer cette fois-ci l'opacité à 1. Je vais pouvoir dire que cette animation va, elle, par exemple, durer allez, 500, une demi-seconde. Donc si j'actualise, hop, vous voyez que les deux animations se lancent en même temps. Mais si je veux que ces animations se lancent les unes après les autres, ça m'oblige ici à préciser un petit délai. Donc délai 400 millisecondes, tout simplement pour qu'elle se lance juste après l'animation de déploiement. Et ainsi de suite. Donc là, si je veux animer ensuite les éléments, je serai obligé de rajouter une animation et de rajouter un délai. Alors le problème de ce système-là, c'est que vous voyez que déjà c'est un petit peu chiant, on est obligé de préciser les valeurs de départ, préciser les valeurs d'arrivée, on est obligé de changer les délais. Donc si le client me dit j'aimerais bien que cette animation soit un peu plus longue, dans toutes les autres animations, je vais devoir modifier le délai. Donc ça devient assez pénible. Donc on va essayer de faire la même chose, mais cette fois-ci en utilisant TwinLight. Donc pour commencer, on va créer une timeline. Donc pour cela, on fait var tl égale new timeline light. Donc vous pouvez utiliser timeline light ou timeline max. Donc je vous invite à regarder la documentation pour voir si vous avez besoin de certaines fonctions ou pas. Donc là, sur cette timeline là, je vais commencer à animer les éléments. Donc je fais tl. Alors vous avez deux fonctions principales qui sont to et from. Donc to vous permet de choisir vers où vous voulez aller et from d'où vous voulez partir. Et automatiquement, il va deviner l'animation. Donc moi, dans mon cas, je vais commencer par animer l'élément et lui changer sa hauteur. Donc pour cela, j'utilise la fonction to. En premier paramètre, je précise l'élément à animer. Donc ça peut être soit un sélecteur, donc là par exemple, je mettrai l'id, soit tout simplement un élément de jQuery ou de Zepto ou de n'importe quoi. Donc ici, je vais mettre jQuery, un élément jQuery, c'est mon élément, donc mon hover. En second paramètre, je mets la durée. Donc ici, on va dire que ça va durer une seconde. Et ensuite, on va préciser les animations que l'on va faire. Donc nous, ici, on veut bouger la hauteur et la faire passer à 400. C'est tout ce que je fais. Donc automatiquement, il va deviner mon point de départ et il sait que je vais aller à mon point d'arrivée qui est une hauteur de 400. Et il va déclencher l'animation tout seul. Si maintenant je sauvegarde et que je passe dessus, vous voyez bien que j'ai mon animation de défilement. Alors jusque-là, rien de très impressionnant. Alors maintenant, si je veux animer mon image, j'ai juste à faire timeline. Alors, mon image, je veux l'animer depuis un point de départ pour avoir le résultat que je vois à l'écran. Donc ici, je vais mettre .from. Alors, l'élément, c'est element.find img. Ensuite, je précise la durée de l'animation. Donc, on va mettre une demi-seconde. Et comment je veux animer. Donc là, par exemple, je vais commencer par un alpha 0. Alpha 0. Donc là, vous voyez bien, ce n'est pas le même fonctionnement. J'ai mis from. Donc, je vais commencer d'un alpha 0. Et lui, automatiquement, il va inspecter les propriétés de mon élément. Il va dire, ton élément actuellement, il est un alpha à 1. Donc, j'anime de 0 à 1. Et il fera l'animation tout seul. Et du coup, vous voyez que lorsque je survole mon élément, automatiquement, l'animation se fait. Et à la fin de ma première animation, il lance la seconde animation qui concerne celle de l'image. Donc vous avez deux types d'animation pour l'alpha. Vous avez alpha et vous mettez directement la valeur. Et si vous voulez automatiquement qu'il mette un visibility hidden lorsque l'alpha est à 0, vous pouvez aussi utiliser auto alpha. Donc moi j'ai pris l'habitude de toujours utiliser auto alpha pour éviter les problèmes. Donc là, le petit problème, c'est que vous voyez que les animations se lancent à la chaîne. C'est-à-dire c'est d'abord la première, ensuite la seconde. Ce que vous pouvez faire, c'est les décaler. En quatrième paramètre, mettre un indice de décalage. Par exemple, vous pouvez dire que je veux lancer cette animation avec une demi-seconde de décalage. Donc vous mettez moins égal 0,5. Si maintenant j'actualise, il va commencer la première animation, attendre une demi-seconde et lancer la suivante. Et vous voyez que du coup, mon animation de l'image se lance une demi-seconde avant la fin de l'animation précédente. Et ça, c'est vraiment un système sur lequel on va pouvoir jouer. Si plus tard le client nous dit je veux que ma première animation, celle de descente, dure 4 secondes, pas de problème, automatiquement, les autres étant indiqués en relative, il ne va pas y avoir de décalage possible. Automatiquement,
Voilà, vous voyez que l'autre, l'animation de l'image, se lance toujours une demi-seconde avant. Donc on n'a pas de délai ou de choses comme ça à changer. Alors un autre aspect intéressant, c'est tout simplement qu'on peut mettre directement ici une valeur chiffrée. Là par exemple, on veut dire cette animation de l'image se lance à 0 secondes. Donc dès le début, les deux animations, vous voyez, se lancent simultanément. Alors une autre variable plutôt sympa, c'est qu'on peut mettre aussi des encres. Donc, par exemple, dire que celle-là, cette animation-là, celle qui permet de descendre un élément, cette animation, on va l'appeler début. Voilà. Et on pourra dire, ben, cette animation-là, elle va se lancer au moment de début. Donc si je charge, vous voyez que les deux animations se lancent bien en même temps. Voilà, donc ça, tout ça, ça va être un moyen de pouvoir enchaîner des animations simplement, sans trop avoir à se prendre la tête à jouer avec un système de délai. Automatiquement, le système d'animation va le faire pour nous. Alors là, vous voyez qu'on a quand même un petit problème, c'est que les animations se bloquent un petit peu. Alors ce que l'on peut faire, c'est tout simplement déclarer la timeline dès le début. Donc si je fais ça, au chargement de ma page, automatiquement, je vais avoir l'animation. Alors évidemment, j'ai laissé 4 secondes, c'est pas forcément très bien, donc je vais remettre 1 seconde et j'actualise. Donc vous voyez que ça fonctionne bien. Ce que je peux faire, c'est jouer sur cette timeline. Par exemple, dire dès le début, j'arrête l'animation. Donc du coup, je ne vais rien voir. Lorsque je survole mon élément, je lance mon animation. Donc pour cela, je fais tl.play, timeline.play. Dès que je passe dessus, vous voyez, mon animation se lance. Donc dès que je repasse dessus, ben, il n'y a pas de retour en arrière ou quoi que ce soit. Automatiquement, vu que je suis déjà à la fin, l'animation reste bloquée. Ce que je peux faire, c'est une autre fonction en disant, lorsque je quitte le survol de mon élément actif, ce que je fais, c'est que je lance la timeline, mais en sens inverse, en lançant tout simplement la fonction reverse. Du coup, je survole, je vois que les animations se lancent dans le bon sens, et dès que je quitte, les animations se lancent dans le sens inverse. Et vous voyez que je n'ai pas du tout à me prendre la tête. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est continuer à travailler sur mon animation. Donc pour travailler sur mon animation, ce que je vais faire, je vais commenter mon pause. Comme ça, dès que j'actualise la page, dès que je fais un changement, je vais pouvoir revoir et relancer mon animation pour voir comment ça avance et comment ça agit. Donc là, celle-là, on avait dit qu'on allait la lancer une demi-seconde avant la fin de la première. Ensuite, j'ai envie d'animer ces petits LI. Et ces petits LI, ce que j'ai envie de faire, c'est tout simplement les faire arriver avec un effet de zoom. Donc on est parti. Je fais TL, point, donc là je veux indiquer le point de départ, donc je vais mettre from. Je sélectionne mes éléments, donc c'est element.find ctdli. Je vais dire que les animations vont durer une demi-seconde. Et on est parti. Je vais commencer avec un alpha à 0 pour avoir un effet d'apparition. Et je vais aussi indiquer une modification sur la proportion, donc scale. Et je vais dire que par défaut, c'est 1,5. Donc si maintenant j'actualise, hop, vous voyez que tous ces éléments s'animent en même temps. Et ça, c'est pas très joli. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est animer les petits blocs un par un. Donc le premier apparaît, puis le second, puis le troisième. Ce que l'on peut faire, c'est qu'on a une fonction qui est plutôt sympa, qui est stagger from. De la même façon, vous avez une autre fonction qui s'appelle stagger to. En fait, cette fonction, elle va déclencher l'animation sur ces éléments-là, les uns après les autres. Et ça prendra un paramètre supplémentaire qui est le décalage. Par exemple, on va lancer chacune des animations des LI avec 0 seconde de décalage. Et dans ce cas-là, ça fait exactement ce que ça vient de faire. Mais si je mets une demi-seconde de décalage, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que chaque élément s'anime l'un après l'autre. Donc ça, c'est encore une fois plutôt sympa. Alors je vois que l'animation est un petit peu longue. Donc ce que je vais mettre 0,3 et ici je vais aussi mettre 0,2 pour avoir un petit décalage. Voilà, donc là c'est plutôt sympa, ça commence à rendre et je vais pouvoir comme ça continuer mes animations. Je vais par exemple dire que je veux animer aussi pour cette timeline mon H2, donc c'est le titre qui est en bas. Je vais faire une animation qui dure 400 millisecondes et je vais décaler le margin left. Et on va dire que par défaut ça commence à 20 pixels, donc ça ira vers 0 vu qu'il n'y a pas de margin sur cet élément là. Et pareil, je mets un alpha à 0. Si maintenant j'actualise, hop, vous voyez que ça passe bien. De la même façon, si jamais vous voulez lancer l'animation à un instant particulier, vous pouvez utiliser la variable progress. Par exemple, vous faites tl.progress. Automatiquement, l'animation arrive directement à la fin. Si vous mettez 0,5, vous verrez l'animation à partir du milieu. Donc comme ça peut être sympa si vous avez des animations en JS qui durent une dizaine de secondes, de ne pas être obligé à chaque fois de réafficher l'animation depuis le début.
Avec Progress, on va pouvoir voir où on en est. Voilà, et on va finir par une dernière petite animation, donc je vais enlever mon Progress, c'est tout simplement sur mon petit paragraphe. Donc là, je vais dire, de la même façon que le reste, on va mettre un margin left. Et vous voyez que maintenant on a notre animation avec tous les éléments qui défilent progressivement. Et l'avantage, c'est que lorsque je quitte le survol, toutes ces animations se lancent en sens inverse. Et donc vous voyez que ça a un rendu plutôt sympa. Alors autant au survol c'est pratique d'avoir l'animation, autant lorsque l'on quitte, c'est un petit peu longué. Donc ce que l'on peut faire, c'est modifier l'échelle de temps. Par exemple, vous avez une fonction qui s'appelle timescale et vous mettez un pourcentage. Donc par exemple, ici, si je veux que l'animation se lance 4 fois plus vite, je mets x4. Si maintenant j'actualise, elle se lance toujours aussi lentement. En revanche, lorsque je vais quitter le survol, l'échelle de temps va passer à 4 et vous voyez que tout part plus vite. Par contre, après, l'échelle de temps reste à 4, ce qui ne me va pas forcément bien. Donc je peux à n'importe quel moment modifier l'échelle de temps. Donc dès qu'on survole, je la refais passer à 1. Donc ça c'est pas mal. Si vous voyez que votre animation est un petit peu longuée et que c'est pas forcément très sympa, ce que vous pouvez faire, c'est à n'importe quel moment modifier directement à travers un seul facteur la vitesse de votre animation. Donc là, le scale à 1 me va très bien. Et je voudrais juste revenir sur notre système de petites encres. Là, imaginons, je veux animer mon H2 en même temps que le début. Donc je vais remettre ici une variable, donc on va mettre début. Hop, je ne sais pas pourquoi j'écris debug à chaque fois. Et si je veux lancer l'animation du H2 en même temps, je la mets ici. Et vous voyez que du coup, les deux animations se sont lancées simultanément. Alors là, c'est pas forcément un très bon symbole. J'ai plutôt animé le paragraphe et le H2 en même temps. Voilà. Donc c'était juste pour vous remontrer ça. Mais de la même façon, on peut utiliser le système de décalage. Par exemple, je veux animer au début, mais avec un décalage de 3 secondes. Si j'actualise, vous voyez que le premier élément s'anime, et ensuite 3 secondes plus tard, j'ai l'autre animation. Donc avec ça, vous allez vraiment avoir un système comme un système de chapitrage. Vraiment, on va pouvoir contrôler l'état de l'animation. Alors un dernier petit truc, alors c'est un petit bonus, c'est j'ai envie de faire apparaître mon dernier paragraphe lettre par lettre. Donc au niveau du code HTML, j'ai directement mon texte et ce que je vais faire, c'est que je vais entourer tout simplement chaque lettre en utilisant des spans. Donc pour cela, je vais faire un petit peu de code JavaScript. Alors je vais décaler la déclaration de variable et mon animation. Voilà, ici. On est parti. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le paragraphe. Donc je fais element.findP. Et ça, je vais le stocker dans une variable $p. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon code HTML, donc je fais $p.html et je vais le modifier. Donc pour cela, je vais prendre le contenu texte, donc $p texte, et je vais utiliser la fonction replace en utilisant une expression régulière. Donc je remplace tous les caractères, donc anti/w de manière globale, et je vais les entourer par des spans. Donc ici, je mets span, $et commercial, span. Voilà, donc si maintenant j'inspecte mon élément, donc ici j'inspecte, qu'est-ce que je vois? Je vois que toutes mes lettres sont entourées de span. Donc l'avantage, c'est que je vais pouvoir utiliser la même fonction, le stagger from, pour faire mon animation. Donc là, plutôt que d'animer mon paragraphe, vous voyez que c'est très simple, pour modifier une animation, j'ai juste à la commenter. Donc pour modifier mon animation, je peux directement faire stagger from, je vais récupérer les spans qui sont dans le P, je vais les faire tout simplement tourner. Donc là, plutôt que d'avoir un scale, je vais mettre rotation et elles vont tourner de 90 degrés. D'ailleurs, vous voyez qu'à chaque fois je répète TL, 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 j'ai pas besoin. Je peux directement faire point, point à chaque fois. Bon, tout mettre sur une seule ligne si j'ai envie, mais ça sera pas très lisible, donc je vais mettre une ligne à chaque fois. Donc là, hop, j'enlève mon petit point virgule, comme ça toutes les chaînes vont pouvoir se lancer. Donc maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que j'ai bien dans mon texte tous les éléments qui ont une animation de 0,3 secondes et qui s'animent. En revanche, vous voyez que je n'ai pas de rotation. Alors c'est tout simplement dû au fait que par défaut, les spans sont en display inline. Et le display inline, on ne peut pas l'animer avec une rotation. Donc ce que l'on peut faire, c'est directement au niveau de notre CSS, ou je pourrais le faire en JS, mais ça n'aurait pas forcément d'intérêt, c'est mettre mes spans en display inline block. Alors ça ne change quasiment rien au niveau de l'affichage, si ce n'est que les caractères peuvent être séparés en plein milieu. Si maintenant j'actualise, hop,
ben, vous voyez que chacune de mes lettres est animée avec un petit effet de rotation de 90 degrés. Alors là, l'animation est un petit peu lente, donc ici je vais mettre 0,1 et 0,05. Hop, je réactualise, et vous voyez que maintenant j'ai mon texte qui s'affiche avec ce petit effet plutôt rigolo. Et dès que je quitte le survol, hop, l'animation se lance en sens inverse. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur cette librairie-là. Donc évidemment, il reste pas mal de choses à voir, hein, mais je vous laisse regarder un petit peu dans la documentation et sur le site les différentes possibilités. On peut notamment animer toutes les propriétés CSS, chose que l'on ne peut pas faire simplement en utilisant jQuery, comme par exemple les transformations 3D, les box shadow, le text shadow, les border radius et le système de clip, même si le système de clip justement n'est pas très bien supporté par les différents navigateurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette librairie? C'est une librairie qui est 100% dédiée à l'animation, qui avait déjà pas mal de succès en ActionScript 3 et en ActionScript 2, et qui va vous permettre de créer un système de série d'animation en JavaScript. Donc ça peut être très utile si vous avez besoin par exemple de créer des bannières animées et que vous voulez que ça soit supporté par un maximum de navigateurs, hein, en sachant toujours que le Flash sur mobile, ça a du mal. Donc le principe, c'est vraiment d'avoir un système de timeline dans lequel on va stocker nos différentes animations. On va pouvoir animer chaque élément de manière différente en précisant un décalage temporel. On va pouvoir par défaut animer les éléments les uns à la suite des autres, mais on va pouvoir dire cet élément va démarrer une demi-seconde plus tôt. Cet élément va démarrer une demi-seconde plus tard. Ces deux éléments vont démarrer en même temps, et ainsi de suite. Comme ça, vous aurez vraiment un contrôle total sur le déroulement de votre animation. L'avantage, c'est qu'en indiquant des encres, en utilisant le système d'encre, vous ne serez pas gêné lors d'une modification. Si un client vous dit j'aimerais bien que cette animation passe de 2 à 4 secondes, toutes les autres animations qui vont être lancées après vont être décalées de manière automatique. C'est pas comme avec jQuery où on serait obligé d'utiliser un système de délai qui nous obligerait à faire pas mal de calculs. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu, et si vous avez des animations plutôt sympas que vous avez réalisées en utilisant cette librairie-là, n'hésitez pas à la poster en commentaire, ça pourra permettre aux autres de découvrir un petit peu plus cette librairie et aussi d'avoir un petit exemple concret d'utilisation.